Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Le luxe s'installe sur BFM Business et s'installe au Palais Galliera. Exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, c'est Iconic Business. Un numéro inédit au Palais Galliera, temple de la mode à Paris. L'histoire du vêtement et de la haute couture, c'est ici, entre tradition, héritage et inspiration. Juste derrière moi, la Tour Eiffel. On y retrouvera Myrène Arzalus, la directrice des lieux. Entretien à venir avec Eva Jaco. Même au musée d'ailleurs, dans la mode, rien n'est figé. Rencontre avec la créatrice qui monte, Jeanne Friot, à la tête de sa marque depuis quelques années. Et il y avait un défilé il y a quelques jours. Tout ne tourne pas, non, autour de Pharrell Williams, l'événement que nous décryptera d'ailleurs Pierre Groppo, signature de Vanity Fair. Dans les désirables de la semaine, la nouvelle exposition du Palais Galliera, c'est la mode en mouvement, les tenues du sport du XVIIIe siècle à nos jours. À un an des JO, bien sûr, Paris est aussi la capitale du sport. Découverte avec Nathan Cocampo et Eva Jaco. Enfin, Charlotte Ray, les coffres à bijoux, elle connaît, ancienne de Cartier, elle est cofondatrice de Castafiore. C'est Iconic Business, bienvenue. Iconic Business au Palais Galliera. Elle fait sensation avec son style affirmé, revendiqué, durable et non genré. Jeanne Friot, bonjour. Bonjour. Créatrice, fondatrice de sa marque du même nom en 2020. C'est au cœur de l'exposition 1997 Fashion Big Bang que je la retrouve. Ça a été le Big Bang pour vous en 2020 justement avec la création de cette marque? Oui, un gros Big Bang en 2020, création de la marque pendant le Covid. Donc, c'était pas le meilleur moment, mais c'était un beau moment. Un moment où on a pu développer l'identité de la marque et l'image et l'ADN pour après, aujourd'hui, pouvoir se stabiliser et proposer des collections à la vente et dans des showrooms et les défilés depuis 3 saisons. Ouais, 3 saisons de défilé. Et la question à l'heure actuelle, parce qu'on vous voit beaucoup, qui est Jeanne Friot? Et je crois que tout le monde vous pose la question. Ouais. Et est-ce que vous avez maintenant une réponse clé en main? Peut-être. Jeanne Friot, c'est moi. Du coup, c'est mon nom qui est le nom du label. J'ai voulu, avec ce label, défendre une mode durable, de produire de manière éco-responsable, défendre une mode qui est non genrée. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer un vêtement qu'on considère comme une histoire d'amour. On tombe en amour du vêtement, qui n'est pas proposé pour un homme ou une femme, en tout cas sans barrière de genre. Et tout ça fait en France. Quand on lance d'abord une identité plutôt qu'une marque, on lance un univers? Je pense que c'est un savant mélange de tout, en tout cas je l'espère. Moi je sais que c'était important pour moi de créer une marque avec des valeurs très ancrées, de parler de ma communauté qui est la communauté queer, de parler du fait que je suis une femme et donc ma marque a un nom de femme et c'est important d'être visible en tant que femme aujourd'hui, aussi en tant que créatrice, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les studios, il y a beaucoup de femmes à la télévision, il y a beaucoup de femmes à l'intérieur des maisons et il y a peu de femmes qui sont visibles en tout cas sur ce poste-là qui est d'être créatrice de mode ou d'être directrice artistique d'une marque, et c'est important qu'il y en ait de plus en plus et que les petites filles qui nous regardent aujourd'hui aient des beaux repères comme ça. Un vrai engagement et un rôle modèle. Est-ce que c'est prime à l'heure actuelle à celui ou celle qui réinvente et qui bouscule? J'espère. En tout cas, j'espère qu'il y aura de plus en plus de modèles comme le nôtre qui produisent de manière responsable et qui repensent la manière de produire aussi, qui essayent de travailler avec nos industries françaises parce qu'elles sont un peu en train de tomber en désuétude, à part des grosses maisons comme Hermès qui aujourd'hui ont créé leurs industries à l'intérieur de la France. On part tous un peu en Italie, au Portugal, dans d'autres continents, et c'est important de ne pas perdre nos savoir-faire. Et justement, vous parliez de votre savoir-faire et des matériaux. Comment vous effectuez le sourcing? Comment ça se passe où vous allez chercher toutes ces pièces? Oui, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail que mon équipe fait sur le sourcing par rapport au vintage, parce que par exemple sur des pièces comme les kilts qu'on a proposées depuis 2 saisons, toutes les ceintures qui sont apposées sur les kilts sont vintage, donc c'est énormément de recherche en amont. Chaque pièce est unique, et après on travaille aussi avec une société qui s'appelle Nona Source, qui a été créée il y a peu, qui reprend les stocks dormants des maisons de luxe, notamment des maisons des LVMH, et qui nous permet de les racheter et de pouvoir produire avec ces stocks et ces tissus qui dorment pendant un certain temps et que personne n'utilise, et qui sont quand même très qualitatifs avec un vrai suivi. On sait les composants de la matière, d'où ils proviennent, et on peut leur redonner une nouvelle vie et ne pas les laisser à l'abandon. Et ça veut dire que ça se retrouve aussi sur le prix? Est-ce que c'est une manière d'emporter aussi la clientèle dans cet engagement, montrer que les choses ont une valeur véritable? Oui, ça se retrouve sur les prix forcément,
forcément parce que c'est de l'upcycling de luxe, c'est du temps de recherche. Fabriquer en France, ça a un coût. On sait pourquoi les gens ne fabriquent plus en France aujourd'hui. Donc vraiment, quand on va venir chez nous, on va acheter un produit qui est qualitatif. On sait comment c'est fini, on sait d'où ça provient, on connaît tous ses engagements. Et après, on tombe en amour des coupes, de la matière, des propositions. Ça peut aussi être ça. Mais c'est vrai que forcément, on est à un prix qui est un peu plus élevé que la moyenne. C'est de l'upcycling de luxe. Donc ça se retrouve au final sur notre clientèle. La clientèle doit aussi avoir des valeurs. Est-ce que vous avez l'impression que l'industrie de la mode, on est dans un musée? Est-ce que c'est tout aussi figé ou alors finalement la mode a toujours absorbé les nouvelles valeurs de la société, une nouvelle façon de penser? Oui, je pense que la mode, ça évolue tout le temps et c'est ça qui m'intéresse dans ce médium, c'est que il y a des jeunes créateurs qui arrivent tous les jours, il y a des nouvelles places à faire, il y a beaucoup de choses à bousculer et c'est pour ça que je suis contente qu'on puisse éclore aujourd'hui avec les valeurs qui sont les nôtres. C'est que tout est à refaire aussi après le Covid où finalement tout a basculé. Il faut des nouvelles propositions, il faut des nouveaux engagements et il faut changer certaines choses qui sont établies depuis un peu longtemps. Ouais. Alors on peut dire que vous êtes peut-être en avance sur votre temps aussi, mais est-ce qu'il y a une adéquation et est-ce que c'est en accord avec le public? Parce qu'en face, il y a un business model et donc il faut que ça se vende. Oui, complètement. Bah, c'est ça où c'est très surprenant, c'est qu'on a des pièces qui sont devenues des hits, comme le jean à plumes brodées, qui, je pensais, était une pièce plutôt créative. Et finalement, les gens viennent chez nous pour cette pièce-là. Je pense que aussi proposer une mode non genrée, ça permet à un plus large public de pouvoir s'identifier, notamment aux hommes qui ont peu de propositions, autant que nous, les femmes, en avons aujourd'hui dans la mode. Et quand on va dans les magasins hommes, on voit à quel point les couleurs sont ternes, à quel point il y a peu d'embellissement, peu de plumes, peu de broderies, etc. Donc il faut un renouvellement du vestiaire masculin aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'une certaine catégorie de clients viennent chez nous pour trouver ces options qu'ils n'ont pas sur d'autres marques. Une nouvelle marque, est-ce que vous vous sentiez coincé quand vous étiez, par exemple, chez Balenciaga, etc., ou ça nourrit votre parcours? Ça nourrit mon parcours. J'ai appris énormément grâce à toutes ces marques par lesquelles je suis passée, autant de l'engagement des créateurs qui y sont que des coupes, comment on transforme une structure, comment est-ce qu'on perçoit un vêtement en modèle, en sculpture du début jusqu'à la fin, comment est-ce qu'on décompose, on recompose, on fait avec l'ADN de la maison et c'est quelque chose que j'adore faire parce qu'on a un ADN tellement puissant dans une marque telle que Balenciaga qu'il y a beaucoup de recherches à faire et il y a beaucoup d'histoires à raconter. Et comment on sent quelques jours après son défilé, quelles ont été les sensations et les retombées? C'est un peu un roller coaster, donc ça monte très vite, ça redescend très vite et j'ai la chance de continuer à en parler aujourd'hui et de continuer à rendre visibles les choses. Je vois que l'histoire a touché aussi beaucoup de monde, on reçoit beaucoup de messages et c'est très agréable. Et est-ce que ça aide les retombées économiques et les financements pour qu'il y ait une pérennité justement avec cette belle maison? Ouais, j'espère. Là, je vois en tout cas que les acheteurs et le retour aussi sur les showrooms après les défilés sont positifs, qu'on commence à entendre beaucoup de parler de la marque, donc ça fait aussi en sorte que certaines maisons ou magasins puissent prendre position sur nous, là où avant c'était plus difficile pour eux de le faire. Donc j'espère que oui, ça va être une belle retombée économique pour la marque et pour pouvoir continuer à payer mes équipes et à se développer encore. Et donc finalement, les retombées, elles ne sont pas que du côté Pharrell Williams, il y a de la place pour les autres. J'espère. Des pièces qui finiront peut-être au cœur du musée, ce temple de la mode, découverte justement avec Eva Jaco et la directrice Myrène Arzalus. Myrène Arsalous, bonjour. Vous êtes la directrice du musée Galliera depuis 2018. Alors on est ici dans un lieu unique dédié à la mode, mais c'est aussi un palais. Et c'était un palais dédié à l'art. Alors de l'art à la mode, il n'y a qu'un pas. Tout à fait. En fait, à l'origine, c'est un bâtiment qui a été construit pour présenter une grande collection d'art qui appartenait à la duchesse des Galliera. Elle avait l'envie de faire une donation à la ville de Paris de cette incroyable collection, sauf que elle a changé d'avis, mais elle a voulu quand même finir la construction de ces palais qu'elle a quand même donné à la ville de Paris. Et c'est depuis 1977 que le musée de la mode est installé, ou que la ville a décidé d'installer ici un musée consacré entièrement à la mode. Alors ce musée, il vit au rythme de grandes expositions thématiques. Comment est-ce qu'on choisit une exposition ? C'est tout un processus, c'est surtout une réflexion collective en interne. Nous essayons toujours de maintenir un équilibre
pour attirer un public le plus large possible. Mhm. Et surtout, voilà, on essaye de présenter à la fois, bien sûr, des rétrospectives des grands créateurs pour parler de cet apport d'un point de vue créatif à l'histoire de la mode, mais aussi d'autres sujets, d'autres expositions plus transversales, plus thématiques, qui abordent la mode depuis plusieurs angles, d'un point de vue voilà, sociologique, politique. Oui, parce qu'il faut faire plaisir à la fois à un public pointu, le public parisien, et à un public plus large, parfois même des touristes. Combien il y a d'expositions par an au musée Galliera ? Ben maintenant, depuis, comme vous le savez, nous avons mené à bien un projet de rénovation très importante. On a doublé la superficie d'exposition. On a créé des nouvelles galeries précisément pour pouvoir présenter une exposition des collections qui n'existait pas avant, parce que ça répondait quand même à une attente forte de nos visiteurs, de nos fidèles, qui cherchaient une histoire de la mode et pas qu'il y ait des expositions très pointues. Donc maintenant, on combine une programmation d'exposition temporaire avec notre exposition des collections. Et alors justement, l'exposition qu'il y a en ce moment, qui vient juste de débuter, La mode en mouvement, c'est une exposition, ce que vous appelez des collections. C'est la deuxième, c'est ça, il me semble. C'est la deuxième, tout à fait. Et c'est le moyen d'attirer un public plus large, mais aussi les touristes. Voilà, c'est un moyen de tout faire. Et pour cette deuxième présentation, nous avons choisi la mode en mouvement, les corps en mouvement, pour faire écho aussi aux Jeux Olympiques qui arrivent l'année prochaine. Je pense que toute la ville et toute la vie culturelle, aussi toutes les institutions culturelles, on est d'une manière ou d'autre mobilisées autour de cet grand événement. Donc voilà, il s'agit de raconter cette histoire aussi de l'évolution, de la relation entre le corps et les vêtements, et voilà, d'événements qui ont été perçus, conçus pour l'activité physique, l'activité sportive. Merci beaucoup Myrène Salous. Je vous en prie, merci à vous. À Paris, au Palais Galliera, avec la créatrice Jeanne Friot qui est toujours avec nous, un Paris capitale de la mode durable, car il y a d'autres villes qui comptent à présent. Est-ce qu'il faut compter aussi dans votre périple et dans les Fashion Week avec Copenhague ou Séoul peut-être? Est-ce que c'est une clientèle qui est plus au fait? Oui, c'est sûr que par exemple Séoul, ce sont des clients qui sont très à même de la marque et qui nous ont sauvés au début et qui sont venus acheter et parier sur nous. Copenhague aussi, vraiment un peu partout dans le monde, on a des très bons clients très fidèles, donc c'est grâce à eux qu'on peut encore vivre aujourd'hui. Est-ce que l'Asie peut être un marché cible? Parce que là aussi, c'est même un laboratoire pour certaines maisons et certaines griffes, parce qu'on va d'investir homme à investir femme sans distinction. Oui, je pense que le marché asiatique est très important pour nous, et en tant que jeune créateur, c'est sûr qu'il est un des plus importants qui nous permet de continuer et qui bête sur ces marques-là à un certain moment. Bon, c'est quand même allé très vite pour vous. Vous êtes issu d'une famille d'artistes. Est-ce que là, maintenant, vous vous sentez l'un des leurs? Est-ce que vous vous sentez artiste aussi? Oui, je pense. Avec les jeux de couleurs, les jeux de lumière et les jeux de matière? Oui, c'est vrai que j'ai toujours été dans ce milieu-là, donc j'ai grandi en ayant la chance d'être au milieu des concerts, au milieu des expositions. Je pense que ça a forcément façonné mon œil sur comment est-ce que je produis mon monde et mon univers aujourd'hui. Donc oui, je pense que je fais partie des leurs depuis le début. Ouais. Et si tout se résumait de votre côté et à votre griffe, à un cri de liberté, est-ce que c'est ça qui vous définirait? Oui, j'espère. Vous espérez? Bon, et si vous deviez choisir des iconiques, c'est une tradition pour nous dans l'émission, on choisit des iconiques. Bon, allez, je vous demande une figure de la mode. Une figure de la mode, Sonia Rykiel. Évidemment. Une pièce? Une pièce, le kilt. C'est pas mal. Merci Jeanne Friot d'avoir été avec nous à la tête de cette marque éponyme, Jeanne Friot. Il est lui aussi de tous les défilés, de toutes les indiscrétions. Pierre Groppo, c'est une des signatures de Vanity Fair. Pierre Groppo, c'est un peu l'homme qui sait tout, qui voit tout, qui est partout. Bon, allez, une devinette, mais qui sera simple. Si je dis Pont-Neuf, si je dis Damier, si je dis LV, c'est un événement qui a tout écrasé. Ah oui, le défilé Vuitton, c'était le premier défilé de Pharrell Williams chez Louis Vuitton. C'était l'événement de la Fashion Week. 1750 invités, le Pont-Neuf rhabillé au motif damier, qui est cette toile inventée pour éviter la copie déjà au 19e siècle. 1750 invités, et pas n'importe lesquels, puisqu'il y avait quand même Rihanna
Jay-Z, Beyoncé, Leonardo DiCaprio masqué. Enfin voilà, ça vous donne une idée de l'ampleur. Ouais, parce que 1750, mais tous triés sur le volet. 1750 triés sur le volet, effectivement, avec le pont privatisé, un accès uniquement par bateau, ce qui a fait râler quelques édiles de la ville de Paris. Mais en plus de ces 1750 personnes, ce qui est absolument dingue, c'est les chiffres du suivi digital du défilé, puisqu'en 3 jours, ce sont pas moins de 500 millions de personnes qui ont vu ces quelques minutes de défilé et la performance de Jay-Z et Pharrell qui a suivi l'événement. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence possible? Ça veut dire que ça met la barre très très haut pour les autres maisons et qu'on rentre aujourd'hui dans une nouvelle dimension où la mode est plus que de la mode, mais vraiment l'alliance, je dirais, du vêtement et de l'entertainment. Sachant que Louis Vuitton n'est pas une maison de mode à l'origine. On rappelle que jusqu'aux années 90, elle faisait essentiellement des sacs et de la maroquinerie. La mode est arrivée en 98 avec Marc Jacobs, puis la joaillerie, puis les parfums, et une sorte comme ça d'extension du domaine Vuitton permanente et mondiale qui effectivement ouvre les portes à un nouvel horizon du luxe aujourd'hui. Un nouvel horizon, on imagine une surenchère. On imagine une surenchère. Je ne sais pas qui aujourd'hui aurait les moyens de surenchérir à ce niveau-là, mais effectivement, je pense que les concurrents vont devoir probablement revoir la copie des prochains défilés de la prochaine Fashion Week de septembre. Et Pierre, qu'est-ce qu'on doit lire absolument dans Vanity Fair ? Alors dans le numéro qui est en kiosque actuellement, tous les secrets du défilé Chanel à Dakar et le mystérieux couple Assouline qui sont les éditeurs quasi officiels des plus beaux livres de la mode et du luxe. Et du luxe, notamment un très très beau livre sur Guerlain récemment. La mode en mouvement, c'est aussi le nom de cette nouvelle exposition qui a lieu ici au Palais Galliera. 300 ans de tenue de sport pour célébrer aussi les JO à Paris, ici les JO à venir. Eva Jacot et Nathan Cocampo. Nous sommes au cœur de cette nouvelle exposition La mode en mouvement. Alors ici, il y a 200 pièces d'exposées sur 3 siècles et qui expliquent le lien entre le sport et la mode. Marie-Laure Guton, vous êtes la commissaire de cette exposition. Comment est né ce projet ? Alors, l'idée d'exposer ce vêtement de sport lié à l'histoire de la mode, nous l'avons depuis longtemps au musée, mais la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques a donné l'occasion idéale pour vraiment mettre en œuvre cette exposition. Et alors, quand est-ce que le vêtement quitte le terrain, si je puis dire, pour rentrer dans la mode ? Alors, on se rend compte à travers l'exposition et ces 3 siècles de mode que finalement, le domaine du vêtement sportif et du vêtement quotidien vont en permanence finalement fusionner. Effectivement, il va y avoir des allers-retours réguliers. Et c'est vrai que par exemple, dans les années 20, on va se rendre compte qu'il y a vraiment une similitude de la ligne du vêtement pour le jour comme pour la pratique du sport. Notamment, on pense au tennis avec les tenues de Suzanne Lenglen. Et alors, est-ce qu'il y a des marques qui vous ont prêté des tenues spécialement pour cette expo ? Oui, on a eu la chance d'avoir de très beaux prêts pour l'exposition, même si le principe de nos expositions collections est de vraiment s'appuyer sur nos fonds. Mais certaines pièces nous manquaient au propos et la maison Chanel, la maison Hermès, Yamamoto ou encore la maison Sonia Rykiel ont gentiment accepté de nous prêter des œuvres pour ce parcours. Et c'est la première fois qu'une exposition va s'installer aussi longtemps dans le Palais Galliera. Où sont les autres pièces qu'on va pouvoir venir voir ici ? Alors, effectivement, l'exposition, elle va durer 2 ans avec 3 accrochages successifs. Donc, le public pourra venir régulièrement voir d'autres œuvres. Et celles qui ne sont pas présentées pour l'instant, elles sont dans nos réserves à quelques kilomètres d'ici. Et si vous le souhaitez, on peut aller découvrir quelques œuvres de la prochaine présentation. Allons-y alors, je vous suis. Avec plaisir. Alors Marie-Laure, nous sommes à présent dans ce lieu tenu secret à quelques kilomètres du Palais Galliera. C'est ici que sont exposées toutes les pièces du musée. Alors effectivement, bienvenue dans les réserves du Palais Galliera. Vous pouvez constater qu'autour de nous apparaissent sous des housses effectivement toutes les collections du musée Galliera, sous des housses ou en tiroir pour les meilleures conditions de conservation. Et c'est ici également que sont conservées les pièces qui seront prochainement dans les futurs accrochages de l'exposition La mode en mouvement. Alors justement, on retrouve sur cette table et dans ces tiroirs des costumes de bain du 19e siècle.
Absolument. Alors, vous avez quelques exemples de la section consacrée au balnéaire du prochain accrochage de la mode en mouvement. Donc, un costume de bain d'homme de la fin du 19e siècle avec ses rayures blanches sur fond rouge extrêmement graphique, en maille. Une paire de souliers pour le bain avec leurs semelles métalliques. Et le clou du spectacle, un costume de bain féminin de la fin du 19e siècle, qui est d'un rouge éclatant. Merci beaucoup Marie-Laure Guton. Alors si vous voulez admirer ces pièces, vous pourrez les découvrir en mars 2024 au Palais Galliera. Je suis à côté de la tenue iconique du tennis des années 20 avec une ambassadrice, Suzanne Langlaine, et un créateur, Jean Patou, un marqueur dans l'histoire de la mode et du sport. Un siècle plus tard, les vêtements des athlètes français se préparent pour les JO de Paris 2024 et le travail est titanesque. Plusieurs tenues sont à imaginer, celles pour les entraînements, les compétitions, mais aussi pour les podiums et les représentations. Les ensembles devront coller aux 60 disciplines des Jeux. 600 athlètes olympiques, 300 paralympiques recevront une trentaine de pièces, shorts, polo, jogging, brassière, en respectant la technicité de chaque sport, de la combinaison de gymnastes au kimono des judokas, du sur-mesure préparé en étroite collaboration avec les fédérations. Pour relever ce défi, un designer tout trouvé, Stéphane Ashpool, nommé directeur artistique. Il est le fondateur de la marque Pigalle, une marque streetwear portée entre autres par Rihanna ou Kylian Mbappé. Et il a déjà signé plusieurs collaborations avec Nike, Converse, notamment autour du basket. Sa passion pour ces JO, il sera donc aux manettes avec le coq sportif. Dans le style, le designer veut réinterpréter le drapeau tricolore pour représenter la France dans toute sa diversité. Si les tenues des performances sont produites en partie en France et le reste en Europe, les tenues de podium, elles sont 100% made in France, fabriquées dans les ateliers de Romilly-sur-Seine. Iconic Business depuis le Palais Galliera, c'est aussi une sélection évidemment, comme chaque semaine les désirables de la semaine, avec Charlotte Ray, cofondatrice de Castafiore. Bonjour. Bonjour Audrey. On est dans un musée, mais est-ce que pour vous le bijou, ça doit être une pièce de musée ou c'est une pièce à arborer tous les jours ? Ah non, pour moi le bijou n'est pas une pièce de musée, au contraire il faut essayer de la porter, de l'assumer et la sortir des coffres, mais il ne faut pas la laisser toute seule. Arborer les bijoux de manière ostentatoire, assumée comme la Castafiore ? Porter avec joie, avec simplicité et pas forcément de façon ostentatoire, mais en tout cas porter les bijoux, montrer comme c'est beau, on est souvent plus beau avec des bijoux. Castafiore, c'est une plateforme digitale sur laquelle on vend, on achète des bijoux d'occasion, vintage, anciens, c'est ça ? Exactement, oui, tout à fait. D'occasion, vintage, ancien, de seconde main, il y a plein de termes différents pour parler du bijou. L'idée est vraiment, le bijou, il y a différents styles, différentes époques, du signé, du non signé. Et donc voilà, on retrouve tout ça chez Castafiore. C'est du 100% digital également sur les réseaux où vous faites une sélection, en fait vous éduquez aussi la clientèle. Alors c'est une sélection, en effet c'est important de faire une sélection, une curation en effet qu'on retrouve chez Castafiore parce que le bijou, comme je disais, il y a tous les styles, toutes les époques, du signé et du non signé, donc voilà, entre guillemets, le pire côtoie le meilleur. Donc nous on essaie de prendre le plus beau de ce qui existe. Bon, on parle également de votre parcours. Quel est votre rapport au bijou après des années chez Cartier ? Vous êtes plutôt une amoureuse du bijou, une experte ? Je crois un peu des deux. Un peu des deux finalement. Ouais, tout à fait, un peu des deux. Experte parce qu'en effet, après 20 ans dans une maison comme Cartier, on s'y connaît très bien. Et maintenant passionnée parce que le bijou, voilà, moi c'est devenu une passion pour moi. Je trouve que c'est très beau. C'est vraiment comme il faut que ça revienne dans le vestiaire de la femme ou de l'homme. C'est un accessoire comme un autre. Et vous les dénichez où tous ces bijoux pour alimenter cette plateforme ? Alors on les déniche à la fois chez des revendeurs professionnels, des antiquaires qui ont des trésors dans leur boutique et chez les particuliers qui maintenant peuvent justement venir chez nous pour vendre leurs bijoux. Et on dit qu'il y a à peu près 90% des bijoux qui sont encore dans les coffres. Donc nous on a vraiment à cœur de faire ressortir les bijoux des coffres et de vous montrer les plus beaux. Il y a de quoi aller dénicher de nombreux trésors. Vous le disiez tout à l'heure, griffé ou non, ça se vend de la même manière ? Oui, ça se vend de la même manière. Parfois, c'est les mêmes clientes d'ailleurs. Il y a évidemment un côté prix qui est assez différent, puisqu'il y a pas mal de personnes qui viennent chercher de la seconde main avec une idée économique en tête. Mais en tout cas, ça se vend de la même manière. Chez Castafiore, à peu près 50% l'un ou l'autre. Et vous les authentifiez de la même manière ? Oui, on les authentifie de la même manière, à la différence de la signature, donc il faut faire très attention. Mais en fait, ma cofondatrice
est experte aussi en bijoux. Elle a travaillé près de 30 ans à l'hôtel Drouot. Donc elle a toute cette partie expertise. Et on est également en partenariat avec Sensi Expertise qui nous aide à expertiser nos bijoux. Il y a une vraie tendance quand même d'aller fouiller dans les archives, d'aller fouiller dans les coffres. Pourquoi? À la fois, vous le disiez, pour une démarche économique, il y a aussi la question d'un supplément d'âme et puis une démarche responsable. Oui, tout à fait. Il y a tellement de trésors cachés et ce sont des beautés. Moi, je trouve que c'est en effet du gâchis de laisser ça dormir dans les coffres. Il faut vraiment créer ce cercle vertueux de l'économie circulaire pour qu'en effet, on puisse avoir accès à tous ces biens. C'est aussi une question d'éducation, vous le disiez tout à l'heure. C'est important de voir ce qui a existé. Bon, évidemment, dans Iconic Business, on parle de chiffres. Quelle fourchette de prix? Il y a un peu tous les prix, évidemment. De 500 € après Sky is the Limit. Mais on a un panier moyen aux alentours de 2000 € chez Castafiore. Donc, le plus ancien que vous ayez vendu? Le plus ancien, c'est un bijou de 1880. Et le plus précieux? Le plus cher, en fait. Il faut traduire comme ça. 35 000 €. D'accord. Certains sont plus recherchés que d'autres? D'ailleurs, est-ce qu'on va rechercher une griffe? Est-ce qu'on va rechercher un style? Alors, on a 1 an d'existence, donc c'est vrai qu'on a un recul assez court. Mais j'ai l'impression que tous les styles et toutes les époques marchent. C'est vrai qu'en ce moment, les années 60-70 performent très bien. Comme la mode. Voilà, avec en effet ce côté de travail de l'or jaune, un or texturé. Voilà, ça c'est vrai que ça plaît beaucoup. Bon, pour la plateforme, pour Castafiore, l'objectif c'est quoi? C'est un nouveau marché, les États-Unis? J'imagine que c'est le Graal. Oui, en effet, ouais, c'est le Graal. Les Américains aiment beaucoup les bijoux anciens, en particulier les bijoux français et européens, parce que les trésors sont quand même beaucoup chez nous. Vous parliez d'éducation, ça veut dire que ce sera la même chose aux États-Unis ou on n'a pas tout à fait les mêmes goûts, et notamment en termes de bijoux? Je pense que ce sera relativement la même chose, parce que l'éducation, c'est assez général dans les bijoux, les styles, les époques, et aussi comment porter le bijou. On est très au fait de ça dans la mode, pas tellement dans le bijou. Donc nous, on aide nos clients à savoir porter un ras du cou, un sautoir, des boucles d'oreilles pendantes. Voilà. Il faut le porter de façon désacralisée. On l'aura compris, il ne faut pas se priver de porter les bijoux quotidiennement. Merci Charlotte Ray, cofondatrice de Castafiore. Merci d'avoir été dans Iconic Business depuis le Palais Galliera. Iconic Business, c'est terminé depuis le Palais Galliera, temple de la mode à Paris, émission exceptionnelle à retrouver sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, ça reste exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Iconic Business, le luxe by BFM Business.